De retour sur le plateau du média et sur l'actu c'est vous. Et on va tout de suite passer au premier sujet de cette émission. On va parler de l'entreprise Mili, ancienne Adrexo, actuellement en liquidation judiciaire. C'est pas moins de 10 000 personnes qui se retrouvent sur le carreau. On en parle avec Guillaume Commange de Force Ouvrière, avec Sébastien Bernard de la CGT et Philippe Viroulet de la CGT, non pas de la CGT, de la Confédération Autonome du Travail. Ils seront en direct avec nous via Zoom, et nous en parlerons également au téléphone avec Glyn Evans, un salarié de chez Mili. Pour les syndicats, il s'agit du plus grand plan social que la France ait connu en 40 ans. C'est effectivement 10 000 salariés, je le disais, qui se retrouvent sur le carreau après la liquidation judiciaire de la société Mili, spécialisée dans la distribution d'imprimés publicitaires. Après un placement en redressement judiciaire le 30 mai 2024, l'entreprise, anciennement connue sous le nom d'Adrexo, est déclarée en liquidation judiciaire depuis le 9 septembre 2024. Ce plan social devrait faire grand bruit, mais la couverture médiatique est assez faible. Est-ce qu'on n'en parle pas plus parce que ce sont des salariés précaires, des retraités qui arrondissent leur fin de mois en distribuant les prospectus que vous trouvez dans vos boîtes aux lettres, toutes ces personnes que l'on ne voit pas ou que l'on ne voit plus? Ils se trouvent aujourd'hui tous sans emploi, sans salaire et même, pour certains, dans l'impossibilité de reprendre un travail. On parle tout de suite de cette situation avec nos invités. Et je vais commencer avec vous, Guillaume Commange. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ce midi, dans l'Actu C'est vous. Bon, merci, bonjour et merci. D'abord, oui, merci à vous justement de nous donner la parole, parce que comme vous l'avez très justement dit, on reste encore très étonné par le peu de couverture médiatique. Au niveau national, quand même, on commence à avoir pas mal de relais dans la presse locale, puisqu'ils sont beaucoup plus sensibles au sujet justement de l'emploi dans leur territoire. Alors qu'effectivement, il s'agit du plus grand PSE qu'on ait connu depuis pas mal de décennies. Plus de 10 000 salariés sur la France entière, donc avec des drames humains qui continuent aujourd'hui à être complètement laissés pour compte, abandonnés et invisibilisés, alors que le sujet est majeur. Il n'est pas que parce que sûrement c'est effectivement des personnes dont la Macronie se moque depuis un certain temps. Quand on pense à la phrase « dans une gare, il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien », ce sont sûrement ça les riens pour Monsieur Macron, justement, des gens qui quand même travaillent, ont une vie et méritent la dignité et l'égard, comme toute personne, mais également peut-être parce qu'il y a des affaires beaucoup plus obscures et complexes derrière justement la situation de cette entreprise, et qu'on ne veut pas regarder justement tout ce qui se passe actuellement, autant pour les salariés qu'en fait jusqu'au plus haut cadre dirigeants, voire politiques également dans cette histoire. Effectivement, je le disais, beaucoup d'employés se retrouvent aujourd'hui sans indemnité de licenciement, sans salaire. Philippe Viroulet, je voudrais savoir actuellement où ça en est. Est-ce que les salariés donc les salariés licenciés ont pu aujourd'hui recevoir leur attestation de travail qui leur permettrait de pouvoir éventuellement reprendre une activité? Non, mais pas tous, et peu d'ailleurs l'ont. Mais le réel problème actuel que l'on rencontre, c'est aussi que des salaires du mois d'août, qui normalement auraient dû être versés le 1er septembre, ne sont toujours pas versés. Donc on a des salariés qui, depuis le mois d'août, n'ont pas perçu un seul centime. Donc c'est un vrai sujet au niveau de ces salariés, mais qui n'ont pas le salaire, parfois pas la fiche de paye, et effectivement, du fait de l'absence de solde de tout compte, encore moins l'attestation pour France Travail. Donc c'est un peu la double peine. Non seulement ils n'ont pas les salaires, mais en plus ils ne peuvent même pas s'inscrire à France Travail pour avoir un revenu de remplacement. Sébastien Bernard, France Travail dit avoir mobilisé donc une prestation grand licenciement et proposé des réunions d'information. Est-ce que vous, en tant que membre de cette société Mili, vous êtes content ou en tout cas satisfait de ce que France Travail fait jusqu'à présent, ou vous trouvez qu'il y a encore des manques? Il y a encore des manques. Nous, on a rencontré, la CGT, on a rencontré 2 fois le ministère des Finances et une fois le ministère du Travail. D'ailleurs, on va revoir la ministre jeudi. Et le problème, on nous promet beaucoup de choses. Et moi, les retours que j'ai, c'est pas du tout satisfaisant. Il y a encore des personnes, parce qu'il manque leur attestation employeur, qui ne peuvent pas s'inscrire à France Travail. Et France Travail ne fait pas l'effort de prendre les 12 dernières fiches de paye pour pouvoir au moins traiter leur dossier. Donc, malgré ce que
ce qu'on nous dit dans les ministères, c'est pas suivi des faits. Donc ce qui fait que, comme disait mon camarade Philippe, c'est la double peine. Non seulement les salariés n'ont pas leur salaire, mais en plus ils n'ont pas les documents adéquats pour pouvoir être inscrits à France Travail et prétendre à l'indemnité chômage. Donc malgré tout ce qui est dit, c'est guère satisfaisant. Et la question que je me pose, c'est comment on en est arrivé là. En mars dernier, déjà l'entreprise prévoyait un plan de restructuration avec plus de 3500 postes supprimés. Finalement, on en est aujourd'hui à la liquidation judiciaire. Est-ce que auparavant, depuis que vous êtes employé dans cette société, vous sentiez que tout ceci pouvait arriver? Comment on en est arrivé à ce que cette société, aujourd'hui, dépose le bilan? Ah oui, moi ça fait déjà 1 ou 2 ans que j'alertais tout le monde à ce sujet parce qu'il n'y avait pas d'anticipation par nos actionnaires. On a 3 actionnaires en fait. Milly a 3 actionnaires. Éric Pommier, Frédéric Pont et Guillaume Salabert. Et Éric Pommier avait pris les rênes en 2021 de l'entreprise en devenant directeur général en plus d'être actionnaire. Sauf qu'il a pas anticipé. Il y a eu la loi sur le WePub qui a été mise en place en 2021. Au lieu de créer le magazine 150 € à ce moment-là, il l'a fait dans le mauvais timing. Il l'a fait en 2023 en urgence lorsqu'il a appris que Leclerc allait arrêter la publicité. Ce qu'il a fait d'ailleurs en septembre 2023. Autre chose, ils n'ont jamais mis les financements adéquats devant notre nouvelle activité qui était le courrier qu'on a lancé en 2017. Donc forcément, sans investissement et sans anticipation, on est arrivé forcément à cette catastrophe qu'on vit aujourd'hui. Philippe Viroulet, l'initiative WePub, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consistait? En quoi ça consiste même? Oui, alors c'est assez simple, c'est une expérimentation qui a été mise en place sur une quinzaine de zones et qui équivaut à renverser le système du stop pub, c'est-à-dire que au lieu d'indiquer sur la boîte aux lettres quand on ne veut pas de publicité, on indique que lorsque l'on en veut, et c'est donc on met un autocollant oui pub. Ça dégrade énormément le nombre de boîtes aux lettres distribuables, ça fait à peu près un taux d'apposition de l'autocollant d'en moyenne de 6%, ce qui empêche concrètement la distribution toute boîte aux lettres, puisque ça devient très compliqué. Il n'y a pas assez de boîtes aux lettres à distribuer pour que l'activité soit rentable. Ce phénomène du WePub, il est géré en ce moment par l'ADEME. Il n'est pas encore en développement sur l'ensemble du territoire, mais il devrait l'être en 2025. Et effectivement, ça sonne la fin de la distribution taux de boîte du prospectus. Mais c'est un dispositif qui est testé depuis de longues années. C'est pas une nouveauté de 2024. Et effectivement, l'entreprise ne s'est pas organisée pour avoir des activités qui puissent remplacer la distribution du prospectus, ou du moins l'aménager, et avoir encore des marchés. Très dernièrement, il y a eu une volonté de développer notamment l'activité courrier, en lien avec le prospectus adressé, mais bien trop tard pour que l'entreprise puisse relever de ces problèmes de trésorerie qu'elle a pratiquement depuis la reprise de l'entreprise par les actionnaires actuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans un dispositif un peu particulier, et pour rebondir un peu sur ce que disait mon camarade tout à l'heure de FO, Guillaume, l'entreprise Adrexo, elle est le fruit d'une vente qui a été faite en 2017 à 3 personnes qui sont arrivées sans 1 euro et qui ont repris à prix négatif l'entreprise. C'est-à-dire que le vendeur leur a versé 67 millions d'euros, leur a donné l'immobilier du siège qui est actuellement valorisé à une vingtaine de millions, pour faire fonctionner cette entreprise dont le vendeur voulait se débarrasser. Et dès 2019, 2 ans plus tard, l'entreprise connaissait des difficultés de trésorerie, faisait ses premiers emprunts, contactait le CIRI au niveau du ministère des Finances pour avoir des aides. CIRI qui était déjà intervenu en 2017 d'ailleurs en effaçant 20 millions de dettes d'URSSAF. Vous voyez que le dispositif qui est aujourd'hui celui qu'on connaît n'est pas nouveau, et c'est ponctué d'événements qui ont été très rémunérateurs pour l'entreprise. À un moment donné, une des filiales de Milly qui s'appelait Colis Privé a été vendue pour 577 millions d'euros, dont plus de 250 sont remontés sur Milly, qui était actionnaire de Colis Privé. Encore après, 2 ans après, eh bien l'entreprise connaissait de nouveau des difficultés de trésorerie. Et on voit, quand on analyse un petit peu l'activité et les comptes de l'entreprise,
que finalement, les actionnaires qui n'avaient pas un sou quand ils sont arrivés en 2017 figurent aujourd'hui dans la liste des plus grosses fortunes de France, et que encore en 2022, dans une assemblée générale qui s'est faite fin 2023, l'entreprise a fait remonter 70 millions de dividendes à la holding qui appartient aux 3 actionnaires. Donc ça nous pose de vraies questions sur l'organisation de cette entreprise. Est-ce qu'il y avait réellement, lorsqu'elle a été reprise en 2017, la volonté de la développer, ou est-ce qu'elle ne servait qu'à financer d'autres activités, et puis une fois qu'elle n'est plus du tout capable de le faire, d'arriver là où on est. En 2017, on avait 18 000 collègues, on était 18 000 salariés dans l'entreprise. Il y a 2 ans, on n'était plus que 10 000, sans aucun plan social, sans aucun licenciement, sans aucun accompagnement. Un premier plan social en mars avec 3 500 emplois qui devaient être supprimés, qui se sont transformés en 5 000 à la déclaration de redressement judiciaire, et 5 000 de plus, donc 10 000 là qui se retrouvent sur le carreau, comme vous le disiez. Il y a réellement un vrai sujet, et nous on a demandé aussi au ministère de faire un petit peu la lumière sur l'ensemble de ces sommes qui ont transité par Mili et Adrexo. Guillaume, on l'entend, on parle à l'instant, Philippe Viroulet vient de parler des ministères, du gouvernement. Est-ce que le gouvernement aurait pu anticiper ce qui vient de se passer justement pour les salariés de Mili? Il aurait pu plus que l'anticiper, puisque justement c'est la question du WePub, il l'a programmé avec la loi de 2021 dite climat et résilience. Il y a eu la volonté de remplacer justement la publicité papier distribuée en boîte aux lettres par la publicité numérique. Donc là, on assiste plutôt à une espèce de greenwashing gouvernemental, parce que remplacer l'un par l'autre ne va pas nécessairement être moins polluant, mais au contraire va peut-être plutôt délocaliser la production de la publicité ailleurs, puisque là du coup il y a une concurrence internationale à ce niveau-là, et réalisé donc aussi par des acteurs qui n'ont pas du tout la même norme de qualité environnementale qu'en France ou en Europe, notamment sur la pub numérique, puisque c'est loin d'être exempt de questionnements justement environnementaux, et donc c'est vraiment un gros raté aussi de ce qu'aurait pu être une véritable transition écologique, visant justement à garder de l'emploi en France et également favoriser des industries qui puissent être vertueuses sur le plan écologique, puisque autant la question du bois, la transformation du papier, des encres sont sur des ressources naturelles renouvelables, recyclables et biodégradables, alors que le numérique, on est très très loin de ça. Et au passage, on sacrifie 10 000 salariés pour ce coup de com'. Effectivement, 10 000, on se rend, enfin, pas compte, mais effectivement, quand on dit que c'est l'un des plus grands plans sociaux de ces 40 dernières années, effectivement, les chiffres sont assez éloquents. Quelles sont, dorénavant, je vous pose d'abord la question à vous, Guillaume, les possibilités pour les salariés en termes de mobilisation, en termes d'action? Je sais qu'il y a éventuellement une action qui est prévue devant le ministère du Travail. Quelles sont les possibilité éventuellement de faire entendre leur voix à tous ces salariés? Alors c'est assez difficile justement d'organiser cette mobilisation puisque les salariés sont répartis absolument partout sur le territoire, avec en plus voilà des problématiques maintenant de revenus extrêmes, donc se déplacer même devient très difficile. Et l'événement national, c'était la CGT qui l'avait organisé justement, ce qui leur a permis de un peu mobiliser les ministres sur la question, mais avec voilà ces résultats bien insuffisants qu'on connaît pour l'instant aujourd'hui. On va continuer justement, voyant que ça ne suffit pas, à essayer de voir dans quelle mesure on peut localement essayer de mobiliser les salariés, parce qu'il y a quand même une demande, on en reçoit de plus en plus aussi de salariés qui se disent à être prêts à se bouger pour faire entendre leur voix, et c'est vraiment ça pour nous, mobiliser les médias pour l'opinion publique, faire pression du coup sur le gouvernement et éventuellement même aussi le Parlement pour qu'ils se saisissent pleinement de ce sujet. Il devrait y avoir une enquête, il devrait lancer une enquête parlementaire sur justement non seulement ce gaspillage d'argent public, et en plus il y a le sujet qui est posé aujourd'hui avec la dette colossale de la France, mais également aussi la question de cette gestion des entreprises, qu'on peut effectivement en plus très bien voir où peuvent être mises les responsabilités, et pourquoi est-ce que des personnes comme ça peuvent s'enrichir en faisant absolument n'importe quoi et en faisant souffrir des milliers de personnes et de familles. Vous me permettez de faire une transition, car on parlait de familles qui souffrent, et effectivement il y a beaucoup de salariés. On va prendre en ligne au téléphone Glyn Evans, un salarié donc de Mili, 70 ans, qui travaille donc chez Mili depuis 8 ans maintenant. Il travaille dans le nord de la France. Est-ce que Glyn Evans, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour. Je le disais, on vient de l'évoquer, à l'heure actuelle, il y a 10 000 salariés donc qui se retrouvent sur le carreau, vous en faites partie. Est-ce que pour vous, vous avez reçu les attestations de travail, le solde de tout compte, ou vous êtes encore dans l'attente de ce document? Bon, étant salarié protégé, donc je ne suis pas encore concerné par la mesure de licenciement. On attend d'ailleurs un retour assez rapide de l'inspection du travail. Je suis salarié protégé. Et par contre, je me permets de corriger, je ne suis pas du nord de la France. Je suis de Niort. Vous êtes de Lyon? Niort. Niort, autant pour moi. C'est une faute. J'ai oublié une lettre quand j'ai écrit Nord. C'est peut-être ça. Je voulais dire Niort, certainement. C'est pas grave. Donc moi, ce que je voudrais revenir un petit peu, je vais écouter tous les camarades qui parlent, que je connais. Et je voudrais revenir surtout sur les cas individuels auxquels nous sommes confrontés, parce que nous avons des gens qui sont dans une misère totale, qui sont des quart-mondistes, j'ai pas peur du mot. On est en train de créer des quart-mondistes. Quand il y a 10 000 personnes, ça veut dire qu'on a peut-être 30 000 personnes, parce que ce sont des familles. On a même des gens qui sont en couple, qui travaillent dans cette entreprise, qui ne touchent plus rien, et qui sont dans une misère totale, qui sont confrontés aux interdits bancaires, aux menaces d'expulsion, aux menaces de coupure d'électricité, aux menaces de ne plus pouvoir bouffer. Et moi, j'utilise volontairement ce terme bouffer, parce que c'est simplement de prendre le minimum pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine. Moi, je suis retraité, je dirais peut-être que je suis un anti, et encore un anti, le terme est peut-être un peu exagéré, mais j'ai peur pour tous ces gens. Et j'ai peur d'apprendre que demain, quelqu'un pète un câble, je dis bien pète un câble, et passe des horreurs envers lui-même ou envers les autres. Et moi, c'est une chose qui m'interroge et qui m'interpelle. Et j'en ai peur, franchement. Ça s'entend, en tout cas, on sent à votre voix l'énergie que vous avez, que cette situation vous interpelle fortement. Et vous êtes aujourd'hui en colère contre qui? Contre les dirigeants de Mili, contre l'État qui aurait pu justement, au-delà même d'anticiper, proposer une autre type de politique, ou je ne sais pas, par exemple France Travail c'est pas France Travail en l'occurrence parce que c'est vraiment Mili, mais contre qui vous êtes en colère à l'heure actuelle? Je suis en colère contre eux. J'ai vécu malheureusement deux liquidations judiciaires dont j'ai été victime, et 3 semaines après, je me suis fait mon solde de compte. Ce qui me scandalise et ce qui me révolte, c'est qu'actuellement, on a des mandataires qui ont pris un gâteau je dis bien un gâteau, une super pièce montée, c'est beaucoup trop costaud pour elles. Et ces mandataires devraient, pour le moins, avoir un certain respect pour les salariés. Quand on voit que des salariés les interpellent, les appellent, leur écrivent, et qu'il y a une ignorance totale et un déni par rapport aux gens qui les sollicitent, je trouve ça scandaleux. C'est ça qui me met en colère. C'est pas le fait qu'une société se casse la gueule, ça arrive. Il y en a d'autres qui se cassent la gueule. Et surtout, une autre chose qui me met en colère, c'est le fait qu'aucun média, je ne parle pas de vous, je ne parle pas des médias parallèles, mais aucun média national ne relaie ce plan social. L'autre jour, il y avait une menace de 2500 personnes chez Airbus. On en a fait 5 minutes. On a 10 000 salariés et tout le monde s'en fout. Mais s'en fout. C'est bien quand je dis que nous sommes des invisibles, des carmons. Et ça me scandalise. Et ça me révolte. Voilà. C'est pas Mili. Mili a fait des erreurs. Après, il appartient aux juges commissaires, etc. de savoir s'il y a eu des malversations. Mais ça s'arrête là. Moi, le reste, maintenant, c'est une liquidation judiciaire, ça se règle normalement, c'est-à-dire, on touche notre solde bon, allez, admettons, on est un peu plus nombreux, au bout d'un mois, mais pas au bout de 3 mois. On se moque du monde. On est en train de faire crever des gens et on s'en fout. Voilà. Restez avec nous, Glyn. J'ai une question pour vous, Monsieur Bernard. On entend Glyn Evans vient de nous décrire la situation pour de nombreux salariés. Donc, est-ce que vous pouvez également nous la rappeler? Ça fait plus de 3 mois, près de 3 mois, depuis le mois d'août en tout cas, que la majorité d'entre eux, si ce n'est la totalité, n'ont rien touché comme salaire ou revenu. Ah oui, là, ça traîne comme pas possible. C'est pour ça que j'ai rappelé au ministère la CGT, on a rappelé au ministère qu'il fallait au moins 5 ou 10 cabinets de liquidateurs et pas un prestataire paye, mais 3 prestataires paye pour pouvoir traiter les 10 000 salariés. Parce que là, c'est une catastrophe. Glyn a totalement raison. Et puis alors, aucun respect des liquidateurs. Ils nous répondent pas. Même moi, représentant du personnel, je leur ai écrit plusieurs fois. Ils mettent un temps fou pour répondre ou ils ne répondent même pas. Alors que
il y a des salariés qui sont dans une précarité, mais la plus absolue. J'ai des familles, une dame qui a 8 enfants et qui peut pas les nourrir. C'est scandaleux. Il y en a certains qui sont au bord du suicide, d'autres ils sont en burn-out et ils vont faire une connerie. Je suis d'accord avec Glyn. Donc il faut que les pouvoirs publics se bougent, que les liquidateurs indiquent qu'il leur faut plus de personnel pour pouvoir traiter ça. Idem pour l'AGS, parce que là, on nous indique maintenant que le salaire de septembre sera versé que dans 10 à 15 jours. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore touché leur salaire d'août. Il y a des erreurs, je parle même pas des erreurs sur les attestations employeurs, le peu d'attestations employeurs qui ont été télétransmis à France Travail, il y a des erreurs, c'est quand même pas possible. Il y a aussi des erreurs dans les sommes versées. C'est ni fait ni à faire. Certains ont reçu leur somme de tout compte avant d'avoir leur préavis, alors que le code du travail est très clair. Le préavis doit être payé au début de celui-ci ou chaque mois, pas à la fin. Il y a certains ont leur préavis, mais pas leur solde de tout compte, alors que leur préavis est fini depuis longtemps. Donc comment ils vivent ces gens-là? Et j'ai l'impression que ce soit les ministères, que ce soit les liquidateurs, ils mesurent pas l'ampleur de la situation. On attend quoi? Un suicide ou pire? Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Monsieur Virolet, Philippe Virolet, Glyn disait qu'il est surpris qu'aucun média n'en parle, grand média, j'entends. Est-ce que vous avez une explication ou comme Glyn, vous pensez que justement c'est parce que, comme il dit, on parle de quart-mondistes et de personnes invisibles? Oui, je crois que la répartition du personnel sur l'ensemble de la France et pas sur un site unique participe aussi au fait qu'on a moins l'impression que ce soit 10 000 personnes. Ce sont des gens qui sont effectivement répartis sur l'ensemble du territoire par grappe. Et on en entend très peu parler, alors que parfois, pour des simples menaces de licenciement qui ne sont pas encore faites, eh bien, on entend davantage parler de ça. C'est un vrai souci parce que les salariés, non seulement sont dans des situations désastreuses, on a, nous, beaucoup de mal à les informer parce que nous sommes dans la même situation qu'eux et nous n'avons pas la possibilité d'obtenir des informations qui pourraient leur permettre de se projeter ou de se rassurer. Je pense que effectivement, il est compliqué de mettre en place une réponse téléphonique pour 10 000 personnes, mais autant, au moins, les représentants du personnel devraient pouvoir avoir très rapidement des informations pour pouvoir les relayer auprès du personnel, rassurer les gens qui n'ont pas d'argent, mais qui pourraient au moins avoir une idée sur la date d'un versement de salaire et quelque chose d'assez fiable. Là, il y a un autre problème qui est en train d'arriver, c'est que la liquidation judiciaire a été décidée et proposée par l'administrateur judiciaire trop tard. L'AGS, qui garantit les salaires en France, annonce qu'elle finalement elle ne garantira pas l'ensemble des salaires et qu'elle ne portera sa garantie que sur 45 jours de travail. Ça veut dire que des gens qui ont travaillé ne vont pas avoir leur salaire et ne l'auront que s'ils font une procédure et vont ensuite en justice, et vous imaginez le temps que cela va prendre. Donc là aussi, on a demandé au ministère du Travail d'intervenir. Ce n'est pas la faute des salariés si la liquidation judiciaire a été décidée trop tard. Si le délai de 45 jours qui s'applique est dépassé, il n'est pas normal que ce soit les salariés qui en payent les conséquences. Et là, on va être particulièrement vigilant sur ce point. Merci. Guillaume Commanche, que penser justement du témoignage de Glyn à l'instant? Je vous en prie. Comme mes camarades, hein, ça c'est la priorité urgentissime, c'est mettre les moyens pour que les gens perçoivent leur dû, qu'ils soient bien calculés aussi, parce que il y en a un petit peu qui peuvent toucher des sommes, mais ils ont pas la fiche de paye qui va avec, donc ils savent même pas à quoi ça correspond et si c'est bien calculé. Mais du dernier chiffre que j'avais la semaine dernière, c'était à peine 1000 personnes qui avaient eu, je crois, leur solde de tout compte sur 10 000 quand même. Donc on est vraiment pas. On pense que 1000 c'est beaucoup, mais en fait il y en a 10 000, donc c'est rien. Et voilà, donc qu'il y ait les moyens qui soient mis en œuvre ultra urgemment pour que leur situation soit réglée le plus rapidement possible. Ça c'est une évidence, mais c'est là où aussi c'est malheureux, c'est que on en est seulement à être satisfait quand on a une information, et en plus souvent elle est partielle, tronquée. On nous annonce quand on arrive à avoir une info qu'il va se passer telle chose, et en fait c'est pas du tout ce qui se passe.
Et donc on génère même du faux espoir parfois chez les salariés, donc parce que ils sont vraiment laissés tout seuls. Hein. Donc déjà quand on arrive à avoir un peu de contact avec eux pour leur donner quelques infos et qu'en fait l'info est fausse, c'est pire, ça les enfonce d'autant plus. Donc c'est extrêmement difficile le travail qu'on a à faire et notre rôle là-dedans. Et pourtant en plus ça c'est que seulement pour éviter qu'il y ait des drames humains. Après la réalité de ce que ça signifie qu'en France on arrive à avoir ces situations-là, elle est beaucoup plus complexe, protéiforme, et c'est celle-ci qui devrait nous intéresser en plus au plus haut point, le type de société qu'on est en train de construire, ou plutôt de pérenniser et d'accepter et à traiter en fait que le maintien de la survie pour certaines personnes, quoi. On va terminer avec le mot de la fin pour Glyn. Est-ce que justement vous avez un espoir? Est-ce que cette mobilisation, de voir tous ces représentants syndicaux se mobiliser pour la situation de vos collègues salariés, ça vous donne de l'espoir? Est-ce qu'il y a un espoir, vous avez encore de l'espoir, Glyn? De l'espoir. Je veux dire, on n'est quand même pas dans la nuit du désespoir, heureusement. Sinon, on se serait suicidé, on aurait fait un suicide collectif. Là, je pense qu'on en aurait parlé, 10 000 personnes d'un seul coup, ça aurait été drôle. Mais on a espoir. Espoir de quoi? Comme disait tout de suite Guillaume, quand on vous annonce que les salaires vont tomber entre la semaine dernière et que nous, en tant que délégués syndicaux, on transmet cette information en pensant qu'elle est fiable puisqu'elle vient des gens qui sont aux commandes. Et quand les gens aux commandes ne respectent pas leurs engagements et que nous après on nous dit et là après on va nous dire vous les syndicats vous foutez rien, et là ça fait mal parce que on sait que nous sommes quand même des gens qui travaillons, qui bossons tout le temps malgré que nous sommes tous des futurs licenciés. Donc on travaille toujours en tant que délégués syndicaux, et je trouve, et comme disait si bien Guillaume et Sébastien a repris la même chose, sachant que nous sommes partout en France et que bien sûr il est très très difficile de mobiliser puisque un trajet, ça coûte cher, et il faut manger un petit casse-croûte par là, mais ça coûte un peu d'argent. Et c'est vrai, c'est pourquoi, alors je me permets d'en parler, c'est que le 5 novembre, nous demandons à tous nos délégués syndicaux d'organiser une manifestation devant les préfectures ou toutes les préfectures de leur secteur, parce qu'on se rend compte que faire venir tout le monde à Paris ou à Aix-en-Provence, c'est impossible. Donc le 5 novembre à 10h, nous appelons tous les salariés de chez Mili à se présenter et de se rapprocher de leur délégué syndical pour être présents devant les préfectures et sous-préfectures des gens concernés. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Quand vous parliez d'action, il y a encore des actions possibles. Pourquoi pas investir TF1, Français, histoire de leur comprendre que nous, on n'est pas morts. Mais on est peut-être des carbondistes invisibles, mais on est encore vivants. Très bien, Massin. Très bon mot de la fin. Vous êtes encore vivant. Je vous remercie beaucoup, Glyn Evans, et merci à vous trois, Guillaume Commange, Sébastien Bernard et Philippe Viroulet qui est avec nous via Zoom.